Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un outil permettant de créer des éclairs. En plus, je vais vous proposer tout un travail de production et de post-production par rapport à cet outil. Cette vidéo va donc être segmentée en différents niveaux. Le premier niveau est la découverte de l'outil permettant de créer des éclairs. Alors pour ça, on va créer une géométrie qui va contenir les éclairs. Et dans ce cas-ci, je vais utiliser un tube. Alors vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas de end cap. Je vais faire ici un polyfill qui va me permettre de faire automatiquement des couvercles. Alors si je fais les polyfills, c'est pour obtenir une segmentation sur les deux couvercles. Et je vais utiliser le quadrilatéral grid pour avoir une construction homogène. Je vais augmenter le nombre de tours et ajouter quelques segments sur la hauteur. Pour une meilleure lisibilité, je vais enlever la grille de l'univers et dans l'espace objet, nous allons maintenant découvrir l'outil permettant de faire les éclairs qui est proposé dans le SideFX Labs. Je fais Tab Labs et c'est le Labs Lightning. Le Labs Lightning a trois entrées. La première entrée va être la géométrie de référence et les deux dernières entrées vont être utilisées dans la mise en application que nous verrons par la suite. On va connecter la première entrée et afficher la sortie du Lightning. Vous allez obtenir des formes très peu compréhensibles pour le moment, utilisant comme départ le numéro de point 0 et comme fin le numéro de point 1. On va sélectionner sur la géométrie les points de départ. Donc ici, je vais en prendre un. Vous allez voir que ça peut suffire. Donc ici, on voit le numéro de départ. Et là, je vais prendre le numéro de fin. Et je vais aller chercher celui qui est en bas. Maintenant, nous avons nos formes qui partent par rapport à un certain numéro de points et qui se terminent à un autre numéro de points. Le Lighting Arc va être simplement le nombre de formes. On va simplement descendre au niveau 3, et ce, à des fins de meilleure compréhension. Dans la partie Contacts, vous avez ici le premier contact qui correspond au Start Point et le deuxième contact qui correspond au End Point. On va afficher maintenant la zone de départ et la zone d'arrivée. Vous pouvez modifier l'étalement et l'agrandissement de la zone. Voilà pourquoi un point peut suffire. Et c'est pareil avec la zone de départ. Et vous avez en plus un contrôle de relax qui influence généralement le départ et ou l'arrivée. Pour remettre les valeurs par défaut, il suffit d'appuyer sur CTRL et le bouton du milieu de la souris. Vous avez ici la gestion de la forme globale avec le départ et la fin et l'épaississement. L'épaississement global est géré par le thickness qui est ici. La subdivision de la forme est gérée avec ce paramètre. Vous pouvez obtenir des formes qui sont en fait en 2D avec la valeur minimum de 2 ou des formes qui ont une structure tridimensionnelle. Le détail dans toutes les longueurs sont gérés ici. Plus le chiffre va être petit, plus vous aurez une subdivision. Cette subdivision va être influencée par le noise que nous verrons par la suite. Vous avez une distance de départ qui peut s'éloigner ou s'approcher du modèle, et dans ce cas-ci, le modèle, c'est mon cylindre. Les valeurs proposées dans la distance sont limitées à -2 et à 2. Vous pouvez néanmoins aller plus loin que ces valeurs en allant directement à l'intérieur de la numérotation et descendre pour se rapprocher plus de l'intérieur du modèle ou pour s'éloigner plus de l'extérieur du modèle. Laissons la valeur par défaut qui est à 0. La longueur, on va même dire la création et la naissance, peut être animée et gérée du début à la fin. Vous pouvez dépasser la zone cible en augmentant le push end. Et à partir du moment où vous avez augmenté le push end, vous avez aussi la possibilité de gérer l'influence sur toute la longueur de la création. Comme promis, nous allons passer au noise. C'est lui qui génère les perturbations. Vous avez différents types de noise proposés. La force, la taille des éléments, la dureté du noise. Vous avez encore ici des contrôles relatif à la déformation des éclairs en fonction de la forme d'origine. Donc se rapprochant plus, et bien sûr vous pouvez augmenter la valeur par rapport au départ ou par rapport à la fin, avec une distance par rapport à la forme d'origine. Vous avez encore des options complémentaires pour ajouter des déformations. Preview vous permet de voir la forme de référence, vous permet d'afficher en bleu les formes que vous générez. Attention, ceci peut influencer le rendu. Vous pouvez afficher aussi les UV. Alors ça, c'est très intéressant parce que les UV sont correctement placés de haut en bas. Et vous pouvez activer le mode animation. Pour activer le mode animation, quittez l'objet, vous cliquez à l'extérieur pour ne rien voir et vous faites play. Et ce, en temps réel. Vous allez voir comme ça les éclairs qui vont se créer les unes après les autres. Vous pouvez exporter en FBX. En effet, parce que si vous exportez ceci avec File Export, vous aurez toutes les géométries et non pas la séquence animée. Cette structure accepte tout type de matériaux. Et c'est ici
où les tips vont commencer via un test dans le Render View. Je vais lancer un rendu. Et le matériau que je vais utiliser va être dans les Utility Glow. Je dépose le glow sur la géométrie. Vous avez ici la couleur du glow, le dégradé du glow. S'il est à 0, vous allez avoir une forme remplie tel un aplat. Et si vous augmentez la valeur du ramp, vous allez obtenir une variable dégradée. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une émission. Modifier les couleurs. Et revenons sur le concept de l'émission. Dans le Scene View, je vais créer une grille. Cette grille, je vais l'orienter dans l'univers de telle manière à ce que l'éclair soit proche. Je vais créer une lumière et vérifier le rendu. Voilà le rendu. Je vais mettre en mode production, me concentrer sur cette zone. On a la couleur et on a l'émission. Si j'augmente l'émission, vous allez voir qu'en fait, il va avoir un impact sur la grille. Passons maintenant à la mise en application. Dans cette seconde partie, nous allons travailler sur la partie production en découvrant d'autres paramètres du générateur d'éclairs. Je vais prendre pour ça une animation existante. Donc ici, j'ai réalisé une sphère Pokémon avec une animation. On a le bouton central qui s'enfonce et puis la coque qui s'ouvre. On a un environnement lumineux qui est fait et qui sera visible au rendu. Et maintenant, on va créer les éclairs. Pour ça, je vais revenir à un affichage basique pour une meilleure compréhension. Je vais désactiver l'affichage de mon objet pour le moment et créer un nouvel espace objet. Pour ça, je crée un nœud géométrie. Je vais l'appeler FX. À l'intérieur, je vais importer la géométrie Pokémon, Object Merge, et je vais chercher le Pokémon Ball. Ne pas oublier dans ce cas-là d'aller chercher transformation into this object. Maintenant, dans cet espace objet, j'ai le Pokémon Ball. Je ressors de l'espace objet. Alors pour les besoins spécifiques des FX que je vais utiliser maintenant, je vais créer deux nulls. Cet objet nul, je vais réduire son affichage et maintenant je vais le contraindre en animation à suivre la surface du Pokémon. J'affiche le filaire en appuyant sur W. L'objet nul est sélectionné. Je vais dans les contraintes. J'ai ici la contrainte Point. Je vais choisir cette forme et valider avec Enter. Par la suite, il me demande de choisir un point. Je vais prendre ce point. Je remonte au niveau Object. Maintenant, nous voyons que l'objet nul suit l'animation. Cet objet nul va servir de départ pour les éclairs. Je vais maintenant dupliquer l'objet nul pour faire le point d'arrivée des éclairs. Je me mets au niveau où le Pokémon s'ouvre et ce deuxième objet nul, je vais le contraindre à un point spécifique du bas de la coquille du Pokémon. Je vais dans son espace objet, je vais dans les contraintes. Là, on a le numéro du point. Soit on connaît le numéro de point par cœur, soit on le sélectionne, ce qui est le plus simple dans la vue. Je remonte et maintenant nous avons les deux objets nuls, un pour le départ des éclairs et l'autre pour l'arrivée. Ces deux objets nuls, en fait, je vais venir les incorporer dans la partie FX. Je vais donc les sélectionner et les cacher pour ne plus les voir à cet endroit. Je retourne maintenant dans le FX et je vais mettre deux objets merge pour venir les incorporer dans cet espace objet FX. Object merge, je vais chercher le premier nul, accept, transform into this object. Le voici. Je duplique le nœud avec Alt et sur ce second nœud, je vais choisir l'objet nul numéro 2. Accept. Sur ces deux nœuds, je vais mettre des nœuds transform. Je vais placer le point pivot de ce transform correctement par rapport à l'objet Pokémon. Donc pour ça, il suffira d'appuyer sur 3 au clavier pour gérer le point pivot. Alors j'insiste, si vous n'avez pas suivi mes autres formations, pour déplacer le point pivot, quand je dis 3, ce n'est pas sur le pavé numérique, mais c'est au-dessus des lettres ZE. Ajuster la position, soit manuellement, soit en utilisant des accrochages. Pour valider ce nouveau placement, vous réappuyez sur 3, toujours au-dessus de ZE. Cette transformation, je vais la dupliquer avec Alt et la mettre à l'autre nœud. Je vais maintenant mettre le nœud Labs Lightning. La première connexion va être pour l'objet, j'active. Par contre, c'est ici où c'est intéressant, plutôt que de déterminer des points de départ ou d'arrivée, la première entrée va utiliser le nœud et ses transformations comme premier point, et vous allez remarquer que maintenant le start point n'est plus accessible, et je vais faire la même chose avec la dernière entrée. Et là, c'est le end point qui ne va plus être accessible. Avec le transform du premier, je peux faire une rotation qui va me permettre de placer, voire même d'animer l'objet nul.
Et ce sera pareil pour celui-ci, placer, ajuster où vous désirez les effets. Revenons sur Lightning, on peut agrandir la zone de départ pour la naissance des éclairs et c'est pareil pour la zone de fin. Il est évident que cette zone suit la modélisation de l'objet Pokémon, tandis que le départ et l'arrivée sont tributaires des transformations des deux objets nus. On va modifier le thickness, réduire le nombre de segments. Je vais enlever l'affichage de debug. Distance par rapport au modèle. Nous savons que pour voir le modèle, ce serait intéressant de venir dans Preview, Show Input. À partir de là, vous avez soit les éclairs qui vont vers l'extérieur, ce qui n'est pas totalement inintéressant. On a ici la distance à 0. Donc je vais la laisser pour le moment. Je vais plutôt aller dans le Noise. Et dans le Noise, je vais d'abord réduire sa force. Donc ici, on a une force à 0,8. Donc on voit que la force du noise est petite. On revient sur le setting. La distance par rapport au modèle, on peut maintenant la réduire. Alors ce qui va m'intéresser, c'est surtout lorsque le modèle s'ouvre, dans mon cas. Donc je vais me mettre sur la timeline à partir du moment où l'animation ouvre mon modèle. Alors pour mieux voir, n'oubliez pas que vous avez dans le Preview le Thing Blue. On vient dans Setting. La distance par rapport au modèle, tout va dépendre de votre modèle. Donc moi ici on remarque qu'en mettant une valeur à -5, ça reste vraiment à l'intérieur. Alors là ça dépasse un petit peu, comme on a vu dans les explications des outils précédents. Je vais revenir dans le Contact, Spread et remettre le Relax à 0. Je vais faire pareil pour lui d'ailleurs. On a maintenant les éclairs qui sont à l'intérieur. Dans le Preview, je vais désactiver le Show Input, le Tint et demander simplement le mode animation. Matériaux, j'ai ici les matériaux de l'objet Pokémon. Comme montré précédemment, je vais chercher un matériau Glow que je vais déposer sur cette géométrie. À vous de gérer les aspects du Glow qui vous intéressent à cet endroit. Alors maintenant, je vais afficher le Pokémon. Je regarde au travers d'une caméra et j'ai mon animation, bouton qui s'appuie. Et on va avoir un ralentissement, parce qu'en fait, c'est tout à fait logique, on a le concept des éclairs qui va progressivement arriver. Passons maintenant à la dernière partie de la production, c'est faire un rendu uniquement de l'éclair et un rendu de la partie Pokémon avec les reflets de l'éclair. On va créer un moteur de rendu PBR, aller dans le Render View. Pour notre test, on va tout simplement réduire l'aspect de la caméra et observer notre rendu. Voici un rendu en qualité brouillon. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est une première série de rendus ne prenant que l'éclair. Alors il ne faut pas désactiver la géométrie parce que ce que j'ai besoin, c'est de l'éclair uniquement visible comme si la géométrie était là, mais sans la géométrie. Donc c'est le concept des mattes. On fait ça pour les mattes shadow ou autres. Donc si je prends cet objet et je veux qu'il découpe le processus de rendu, je rappelle, tout ça a été vu dans mes autres formations, surtout dans le cadre de la production et de la partie rendue sur Houdini. Je sélectionne l'espace objet, je vais sur Render et ici, en bas, je demande que l'objet soit en mode Matte Shading. À ce moment-là, on voit que l'éclair est coupé et dans ce cas, je vais demander aussi à ce que l'éclairage d'environnement n'affecte pas le rendu. Bilan, j'ai l'éclair qui est maintenant coupé par rapport à la géométrie. Ceci, je vais le rendre en termes d'animation, je me remets en taille 1, j'arrête le rendu dans la fenêtre de prévisualisation. Ici, je vais appeler ça FX et on connaît aussi le concept d'incrémentation chiffrée des fichiers OpenEXR. Je lance mon rendu. J'ai ici toute ma série de rendus. Voici mes éclairs. Je retourne dans Houdini. Je suis toujours sur ma lumière, je réactive le Render Light Geometry, je reviens sur le Pokémon, j'enlève le Made Shading et je clique sur l'espace objet FX dans la partie Render. Je me remets en Override Camera Résolution et je regarde ce que j'obtiens. On a donc le rendu avec l'éclair. Dans ce cas, je veux garder le reflet de l'éclair, mais pas la géométrie. Je suis sur l'espace objet FX, dans Render Visibility, je vais demander de mettre en mode fantôme. À ce moment-là, l'éclair ne va plus être présente, mais toutes ces interactions dans le processus de rendu, c'est-à-dire y compris dans les reflets, vont bien être présentes. Et c'est important car n'oublions pas que le matériau que j'avais mis Glow éclairait aussi l'environnement. J'arrête le rendu, je modifie la réduction de la caméra et je change le nom. Donc FX ici, je vais l'appeler base et je lance un rendu. J'ai maintenant toutes mes images calculées que je vais regarder aussi dans Nuke. On voit ici mon animation avec l'interaction des éclairs
sans pour autant avoir les éclairs visibles au rendu, vu que ça c'était dans mon précédent rendu. Au cas où, si jamais vous voulez d'autres informations extraites de la 3D, les normales, le Z et plus, ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette vidéo, je vous conseille de sauvegarder votre travail en FBX ou en alambic. Exportant par exemple cette scène en alambic, n'oubliez pas de donner un nom, n'oubliez pas aussi de prendre l'animation, et dans la source objet export, on va chercher uniquement la caméra et l'objet Pokémon. Pokémon, caméra. Sauf si vous avez besoin des effets FX, mais dans ce cas-là, il va prendre toute la géométrie et non pas uniquement l'animation. Et comme je vous ai dit au préalable, je vous conseille plutôt de l'exporter ici en FBX. Donc pour mon alambic, uniquement l'objet Pokémon et la caméra. Accept Pattern, Export. La première partie production est terminée. Nous passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, la post-production avec Nuke. Dans Nuke, on va faire un Read Geo, on va se mettre en 3D pour une meilleure visualisation de la géométrie qu'on va importer, et on va aller chercher notre fichier alambic. Il va vous demander si vous voulez le Pokémon et la caméra, vous dites oui, et dans Pokémon, on va voir qu'en fait, il y a plusieurs groupes qui sont reconnus. Pour l'instant, on va prendre tout, donc ça va dépendre de comment vous modelez. Nous sommes au frame 142. Si je regarde maintenant ma caméra, on a exactement la même scène que dans Houdini, la même animation qui a été renderisée ici. Le rendu était en 720, donc à ce stade, j'appuie sur le Setting S au clavier et je me mets aussi en 720 pour que les rendus 3D soient en 720. On ne va pas s'occuper de la post-prod 2D, on va s'occuper de l'intérêt de la 3D. Alors ici, je vais utiliser un rendu en ray tracing qui va prendre la caméra et l'objet qui est ici. Si je regarde maintenant mon rendu en 2D, j'ai rien grand chose d'intéressant. Par contre, j'ai des informations sous pixels très intéressantes, telles que par exemple le Z. Pour la gestion du Z, je vais mettre un grade qui n'agira que sur le Z, en agissant sur le multiplicateur et les balances de noir et de blanc. Ça, c'est si jamais vous voulez utiliser le Z pour différents effets. Autre intérêt, de générer de l'occlusion rapidement, si jamais par exemple vous l'avez oublié. Sur la surface, je vais la remplir de blanc. Donc ici en 3D, on a un shader fill matériau. Par défaut, il est noir, donc je vais le mettre complètement blanc. On a un aplat blanc, et entre les deux, je vais mettre un ambiance occlusion. L'ambiance occlusion va m'intéresser surtout pour la coquille, et comme je vous ai dit avant, il est possible, si vos groupes ont bien été faits dans votre modeling, de demander de ne prendre en compte dans le rendu que certains éléments. Exemple, ici, sur le Read Geo, je viens dans le Scene Graph et je vais demander que toute la partie black ne soit pas prise en compte, ainsi que la partie du dessus qui est le centre. Comme ça, pour l'occlusion, je n'ai que cette partie. Je reviens sur l'ambiance occlusion. Le sampling, je vais l'augmenter pour avoir une meilleure qualité. Néanmoins, on remarque qu'on a quelques petits à-coups qui sont ici. Et on va mieux le voir au rendu lorsque dans le moteur de rendu, je vais demander par exemple les normales. Donc surface normale, je vais créer un nouveau nom. Donc je vais l'appeler N pour normal tout simplement. Et demander qu'ils soient interprétés en RGB. Bilan maintenant, si je veux afficher les normales, je clique sur N et j'active le Output AOV. Et on voit aussi ces petits à-coups. Alors ça, c'est dû tout simplement au lissage des normales qui n'est pas correctement interprété. Excellent Chain, vous avez ici un modificateur normal. Je vais choisir l'option Build et on a ici la gestion du lissage, mais à 45, on peut le laisser. Bilan, si je regarde les normales, maintenant les normales sont correctes grâce au lissage qui a été rajouté. Et si je regarde RGB, on voit que l'occlusion est correcte. Ceci est donc un rendu qui me permet d'avoir l'occlusion, mais attention, certains éléments ne sont pas pris en compte. Je vais prendre cette arborescence et la dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Dans cette arborescence, j'avais l'occlusion, ça ne m'intéresse plus, je vais le supprimer vu que je la garde ici. C'est simplement pour garder au rendu les normales, et tant qu'à faire le Z. Mais attention, je dois venir dans le Read Geo, réinclure tous les éléments. Bilan maintenant, tous les éléments ont une normale lissée, un rendu utilisant une caméra, et on voit que le Z est correct, et que les normales sont correctes sur tous les éléments. Revenons à la sortie de ce rendu, que j'ai dupliqué, et qui doit utiliser forcément la même caméra. On sait donc que ceci
ne sert que d'occlusion pour certains composants de ma géométrie animée. Je vais redupliquer ceci, je vais encore redupliquer cette arborescence, revenir sur le rendu, reprendre la même caméra. Cette fois-ci, par contre, je n'ai pas besoin d'occlusion. Je n'ai besoin que d'un objet, un seul objet. Donc je viens sur le Read Geo, et là en fait, je n'ai besoin que du centre. Le centre, ce n'est rien d'autre que le bouton. Ici, j'ai le bouton, là, avec le bouton pour l'occlusion, et ici, j'ai tout. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout les informations sous pixels, qui sont les normales, et ou éventuellement le Z. Revenons à notre travail. J'affiche maintenant le RGB. Si j'observe, à un certain moment, j'ai le bouton qui s'enfonce. Et j'aimerais bien un petit effet lumineux uniquement sur le bouton qui s'enfonce. Ça tombe bien, puisque ici, j'ai le bouton, et exclusivement le bouton, qui bien sûr est reconnu aussi en alpha. Ce qui me permet en fait de faire un effet uniquement sur cette zone. Cette zone, je peux mettre un B de blur et flouter cette zone. L'avantage, c'est que cette zone est animée. Bilan, si je reviens sur lui, j'affiche le RGB. Je vais faire un effet colorimétrique avec un grade utilisant le masque non flouté, qui est la géométrie. Vérifions en modifiant le gamma, on voit que c'est le gamma ne travaille que sur la zone du maillage et suit forcément nickel le maillage. Je vais ajouter maintenant un glow. Le glow va agir comme masque sur le maillage qui est flouté. Là, vous pouvez choisir la colorimétrie de votre glow, la force du glow et le remplissage et la tolérance par rapport à la géométrie. On obtient donc un effet qui est localisé par rapport à une géométrie qui est extrait d'un FBX. Ici, nous n'avons aucun effet. Et là, nous avons un effet. Pour les animer rapidement, je vais tout simplement faire un merge en allant chercher comme background, on travaille sans effet, et mettre l'effet à l'avant. Attention, je vais utiliser dans ce cas-là un mode copy. Bilan, je ne vais avoir aucune modification des pixels. En termes de fusion, c'est simplement les effets qui viennent se copier. Mais ce qui m'intéresse, c'est de le faire à partir du moment où le bouton s'enfonce. À partir du frame 70, à partir des frames 70, ils sont enfoncés. Donc je me dis j'appuie, et puis la lumière arrive. Donc ici, je reviens sur le merge, le recouvrement est à 0. J'anime en faisant un set key, bouton droit set key, et au fur et à mesure qu'il se soulève, j'augmente. Voilà. Alors si vous trouvez que le remplissage n'est pas terrible, vous pouvez choisir un mode de fusion différent, mais attention, il va influencer toute votre image. Donc vous pouvez à nouveau rechoisir comme masque l'effet bluré pour n'avoir d'effet que dans cette zone. Je vous rappelle que vous pouvez vous mettre sur le premier mode de fusion et avec la flèche de déplacement, choisir les modes de fusion qui vous semblent graphiquement les plus adaptés à l'effet final que vous désirez. J'estime maintenant qu'il manque de force et de profondeur à l'intérieur. Je vais aller chercher tout simplement l'occlusion. Donc l'occlusion, c'est le rendu qui est ici, et faire un merge. En B, c'est mon rendu avec la post-production, et en A, c'est l'occlusion. Le mode de fusion va être Multiply pour avoir l'occlusion, mais néanmoins, il va couvrir aussi toute la partie arrière. Et je rappelle que la partie arrière était colorée. Donc pour ça, je vais chercher l'alpha du rendu 3D. Je vais prendre par exemple l'alpha de celui-ci. Donc pour ça, on va vérifier, on regarde alpha. Donc là, on a bien tous les éléments qui sont pris en compte. Donc comme masque de fusion, donc la fusion elle est faite, comme masque de fusion, je vais prendre l'alpha de lui. Et comme ça, l'occlusion, qui est ici, ne se met qu'à cet endroit. L'occlusion, c'est lui. Si je fais un grade, je peux gérer la force de l'occlusion pour donner plus de force à la profondeur. Je peux revenir sur l'ambiance occlusion et augmenter sa qualité. Alors si j'utilise l'occlusion, j'aurais pu utiliser aussi le Z, ça va me permettre de donner plus de profondeur pour donner plus de force à l'effet des éclairs qui viendra par la suite. On peut rééclairer aussi, car nous savons que dans ce processus de rendu, nous avons aussi les normales, symbolisées par des couleurs X, Y, Z, respectivement Red, Green, Blue. Bilan, si sur ce travail je remets un grade, on va exagérer la luminosité, voici, mais je vais utiliser comme filtre le RGB qui vient de lui. Je vais ici créer un point au clavier, et je vais utiliser comme masque pour ce grade les informations des normales. En effet, dans Mask, vous allez retrouver ici Red, Green, Blue. On voit que je change le gamma uniquement du côté rouge, c'est-à-dire du côté des normales orientées vers X de la scène. Alors ça permet de donner un petit éclairage, débouter un petit peu certaines parties.
Alors des fois je m'en amuse pour par exemple mettre un glow, tab glow, qui va utiliser aussi comme masque rouge. Et donc ici si je viens sur le glow, on voit que le glow donne un petit débordement qu'on peut s'amuser à colorier, pour donner plus de force au modelé 3D. On va maintenant pouvoir rajouter les effets d'éclair. Je rappelle que la vidéo d'éclair est ici et on va se mettre à partir du moment où elles sont bien présentes. Généralement, les gens utilisent un merge en utilisant comme background le travail qu'on vient de faire et en mettant à l'avant l'éclair. L'avantage, c'est que maintenant, votre travail qui est ici, vous pouvez modifier la couleur. Alors, il y a différentes techniques. Moi, ici, je vais utiliser un Edge Detect. Alors, le Edge Detect, en sortie, c'est l'alpha. Je vais mettre que le output, c'est une couleur RGB. Par exemple, on va prendre green. Voici. Là, vous avez le Threshold, qui permet de donner des effets un peu particuliers. Vous pouvez choisir vos couleurs. Et jouer aussi un peu sur le blur size. Et puis par la suite, dessus, remettre un glow pour enrichir l'effet lumineux. Permettre d'enrichir aussi des couleurs en supprimant ou en ajoutant des effets. Ça, c'est des petits tips. On rajoute à l'avant et voilà ce qu'on obtient. On va maintenant regarder le résultat final en mode preview. Ok, on va le comparer avec ce qui était rendu au départ. Le rendu brut, voici l'éclairage avec les normales. Donc là, on voit les normales qui agissent. Et bien sûr, l'aspect lumineux du bouton central. Quand ça s'ouvre, ça c'est le rendu de base. Et ça, c'est l'occlusion rajoutée avec les effets lumineux. Et bien sûr, après l'ajout des éclairs. Alors que les éclairs de départ, c'est ceci. Et ça, c'est le traitement post-production sur l'éclair, en sachant qu'on peut bien sûr faire un peu tout ce que vous voulez. Voici pour une approche basique des traitements post-production. On a vu comme ça différentes phases. Production, post-production. Alors voilà, ça c'est un exemple par exemple de choses très basiques qu'on apprend les 3 premiers mois de cours en première année. Voilà, à bientôt!